Et on reçoit ce soir le Premier ministre de l'État de la diaspora africaine, Louis-Georges Jetin. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît comme le président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Mais aujourd'hui, vous êtes à la tête de l'État de la diaspora africaine. Qu'est-ce que c'est au juste, l'État de la diaspora africaine? C'est une entité qui a vocation à rassembler les 350 millions d'Afro-descendants dans le monde. Qu'il s'agisse de gens qui ont quitté l'Afrique dans un contexte de migration, il y a 10 ou 20 ans, ou des gens qui ont été déportés dans un contexte d'esclavage il y a 100 ans, 200, 300 ans, eh bien tous ces gens font partie de l'Afrique malgré tout. Et l'Union africaine a déjà reconnu l'importance de cette entité. Il fallait maintenant transformer une réalité qui était dans la Constitution en une réalité effective. Oui, c'est ainsi que lors du dernier sommet à l'Union africaine en Mauritanie, nous avons lancé l'État de la diaspora africaine. Oui, avec le président Mohamed Ould Abdel Aziz. Mais c'est une véritable déclaration de sécession, d'indépendance que vous nous faites là, c'est le contraire. Louis-Georges Jetin. C'est une déclaration de rassemblement. Vous savez que tous les gens qui ont quitté l'Afrique ont toujours voulu, sinon rentrer en Afrique, en tout cas garder des liens avec leurs origines. C'est ce que disait d'ailleurs cette dame tout à l'heure. Donc l'idée, c'est en effet de renforcer l'Afrique par la diaspora et la diaspora par l'Afrique. Et vous en êtes le Premier ministre. Pourquoi vous? Eh bien, pourquoi pas? En tout cas, j'ai été sollicité ainsi et mandaté pour faire ce travail. Mais nous avons un gouvernement de 20 personnes, 10 hommes, 10 femmes, à parité. Voilà, des députés, et des députés aussi. Oui, mais alors, le gouvernement d'abord, 20 personnes qui viennent du Brésil, de l'Inde, du Panama, des États-Unis, d'Angleterre, etc. Et puis un parlement dans l'ensemble des régions. Nous allons effectivement le 24 prochain lancer le parlement de l'Europe, mais il y a aussi la branche d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Amérique du Nord. Donc c'est ensemble que toutes ces personnes vont pouvoir organiser les échanges et la coopération entre le continent et sa diaspora. Et c'est vous qui allez donc structurer un petit peu tout ça? Oui, donc il y a évidemment une constitution qui permet de régler tout cela. Et puis après, nous avons des programmes concrets. C'est ça qui est important. Par exemple, nous allons mettre en place un programme de télémédecine, car nous avons dans la diaspora beaucoup de médecins qui n'ont pas oublié d'où ils viennent et à distance peuvent proposer des programmes de santé. Nous sommes en train de mettre en place la restitution des trésors pillés pendant la colonisation. Nous avons obtenu, par exemple, au Parlement européen, le 26 mars dernier, le vote d'une résolution qui appelle à la restitution et à la réparation. Donc ça, c'est une victoire que nous avons obtenue avec nos partenaires. Mais il faut la mettre en œuvre avec les pays africains. Nous avons beaucoup de partenariats en cours avec des pays d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, pour que tout cela puisse devenir effectif. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une structure. La structure, c'est bien. Il s'agit surtout de la mettre en œuvre de manière concrète, des objectifs sociaux, politiques, économique. Une carte d'identité également de l'État de la diaspora africaine? Absolument. Nous avons des citoyens qui pourront désormais avoir une carte. Cette carte, c'est d'abord un symbole. Après, c'est une carte électorale parce qu'ils pourront ensuite voter pour les futurs députés, car là, il faut évidemment créer une démocratie. Et puis, des bénéfices socio-économiques seront attachés à cette carte. Nous avons une banque de la diaspora que nous sommes en train de lancer. Donc, les gens qui sont discriminés un peu partout pourront avoir accès à ces prêts. Nous sommes en train de mettre en place l'Agence internationale pour les stages. Beaucoup de jeunes de la diaspora n'ont pas le bon faciès ou le bon réseau, donc n'ont pas de stage, pas d'emploi, pas d'avenir. Eh bien, nous avons des stages que nous mettons à disposition et grâce à cela, ils pourront effectivement évoluer, car la jeunesse, nous le savons, c'est l'avenir. Et en même temps, cette jeunesse est bloquée souvent dans ces pays. Et une carte d'identité ouverte aux migrants également? Exactement, exactement. Beaucoup de migrants sont devenus apatrides, on dirait qu'ils n'ont plus de droits. Eh bien, avec cette solidarité que nous mettons en place, il y aura des outils juridiques mis en place par la carte, et puis des bénéfices sociaux, des accompagnements. Donc, il y a toute une panoplie de programmes sociaux, économiques. Nous avons dans la diaspora des talents extraordinaires. Simplement, nous sommes dispersés. Cette dispersion était jusqu'ici une faiblesse. Elle sera demain matin une force. Ce n'est pas d'ailleurs une invention. Regardez un peu la Chine. La Chine travaille énormément avec sa diaspora, Chinatown. Des pays comme le Liban ou la Syrie travaillent énormément avec leur diaspora. Même quand le pays est en difficulté, la diaspora prend en charge le développement. Avec la création d'une banque également? Nous avons également une banque que nous sommes en train de mettre en place, des programmes d'économie, enfin... un ensemble de projets socio-économiques, une chambre de commerce que nous allons également lancer le 24 prochain. Donc, des accords qui seront signés avec un certain nombre de pays. Je ne vous dis pas parce qu'il faut garder un peu de suspense, mais des accords de coopération que nous sommes en train de mettre en place également. Alors, vous parliez de députés tout à l'heure. Vous avez des noms
déjà? Je garde un peu la primeur de l'information pour cette date, mais nous avons des gens qui sont effectivement les députés de la diaspora, qui viennent de plusieurs... Alors on va regarder pour l'Europe, et qui viennent d'une quinzaine de pays d'Europe, de Suisse, d'Angleterre, de Slovénie, du Portugal. Et donc tous ces gens qu'on ne voyait pas suffisamment deviendront effectivement l'avant-garde du panafricanisme du XXIe siècle. Parce que jusqu'ici, il y a eu beaucoup de penseurs qui ont tracé le chemin. Nous ne faisons que nous mettre dans leurs pas. C'est le panafricanisme en action. Mais au niveau juridique, comment ça va se goupiller tout ça? Alors, nous avons une constitution que nous avons mise en place. Nous avons des textes que nous respectons. Nous avons même une ministre de la Justice. Nous sommes en train de mettre en place un tribunal pour travailler sur les questions qui se posent. Donc, au fond, tout cela est assez classique. Ce qui n'est pas classique, c'est que la diaspora est un État sans frontières. Mais nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Au XXIe siècle, les gens, souvent, eh bien, ils voyagent, ils sont migrants, ils sont dans le monde entier, et il y a Internet. Donc, on ne peut pas raisonner de la même façon qu'au XIXe siècle. C'est comme les journaux. Quand les premières personnes ont dit « moi, je vais faire un journal en ligne », on disait « mais c'est n'importe quoi, un journal, c'est du papier ». Aujourd'hui, on a un peu dépassé ça. Donc, dans la sphère politique, c'est la même chose. Aujourd'hui, on ne peut pas uniquement fonder la politique sur les valeurs ou les conceptions du 19e siècle, les États-nations, territoires, etc. On a dépassé ça. Louis Georgetta, merci. Je rappelle que vous êtes Premier ministre de l'État de la diaspora africaine et bonne chance à vous pour votre mandat. Beaucoup.